les 2 heures d'après par un TD en tout cas sur l'exercice que vous avez là en face de vous. Et donc maintenant, en fait, on a vu cette catégorie, si vous vous rappelez tout à fait au début, quand on a commencé l'analyse syntaxique, on avait dit qu'il y avait 2 manières de faire l'analyse syntaxique, qu'il y avait l'analyse descendante et l'analyse ascendante. L'analyse descendante consiste à... je pense que tu peux commencer à enregistrer Wafa, s'il te plaît. C'est bon, c'est déjà lancé. Ah, pardon, ok. Donc, en fait, l'analyse syntaxique descendante va consister à construire l'arbre syntaxique de la racine vers les feuilles, alors que l'analyse syntaxique ascendante, ben, en fait, c'est l'inverse, ça va consister à construire l'arbre syntaxique plutôt des feuilles vers la racine. On a également parlé la dernière fois des grammaires LL1, et donc rappelez-vous ce qu'on a dit concernant la grammaire LL1. Le premier L, ça signifie qu'on traite les unités lexicales qui sont envoyées par l'analyse lexicale de gauche à droite. Donc le premier L, c'est le left de l'arrivée du traitement des unités lexicales par l'analyse lexicale. Et le deuxième L, donc toujours le L, toujours le left, pardon, qui correspond à la dérivation gauche. Et le 1, c'est sur le symbole de prévision pour rappeler de la table d'analyse où en fait on a le nom terminal à dériver et puis on utilise le symbole des prévisions qui nous permet de dire exactement quelle est l'action qu'on a à faire. Donc cette catégorie de langage, les grammaires dits LLA, ce sont les grammaires qu'on a vues pour l'analyse syntaxique descendante et donc qui vont avec l'analyse syntaxique descendante. Et c'est une catégorie de grammaire ou là une classe de grammaire pour lesquelles on dit que ça permet une écriture plutôt simple des analyseurs syntaxiques. Mais par contre, la réécriture pour transformer une grammaire quelconque en une grammaire LL est un exercice assez difficile parfois. Alors, on a travaillé sur des exemples, mais parfois ça peut être quelque chose d'assez lourd. Et parfois, c'est tout simplement impossible de le faire. Alors, quand vous changerez ou là, quand vous traiterez la récursité à gauche, on se retrouve avec une factorisation. Après une factorisation, quand on règle la factorisation, on se retrouve avec d'autres problèmes de factorisation ou d'autres problèmes de récursité. En tout cas, il y a des cas où c'est impossible de transformer une grammaire pour qu'elle devienne une grammaire LL. Et dans ce cas-là, en fait, on va dans une classe un peu plus générale qu'on appelle les grammaires LR. Ce sont des grammaires qui sont beaucoup moins contraignantes que les premières. Ce sont des grammaires dites grammaires plus souples dans le sens où on n'a pas besoin de faire des réécritures comme celles qu'on a vues dans le cas de l'analyse syntaxique, dans le cas des grammaires LL. Euh, et maintenant, bien sûr, c'est toujours la même chose. Si on a moins de problèmes de réécriture, en fait, c'est l'analyse syntaxique qui en découle, qui est un peu plus compliqué, pour ne pas dire plus lourd que le cas qu'on a vu des cas de l'analyse syntaxique descendante. Ce que j'aimerais que vous notiez, c'est que, comme on l'avait vu tout à fait au début, si vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait les grammaires de type 1, de type 2 et de type 3. Nous sommes en train de travailler sur les grammaires de type 2. Et à l'intérieur de la grammaire de type 2, vous avez aussi des classifications. Donc, LL, c'est une sous-classe. LR, c'est une autre sous-classe. Et en fait, LR est plus général que LL. Donc, en fait, toute grammaire LL est incluse dans la grammaire LR. Donc le LR est beaucoup plus large que le LL et puis on a une inclusion complète du LL dans le LR et en fait ça vous rappelle la classification qu'on avait déjà vue. Et donc je vous rappelle ce slide auparavant. Je voudrais juste vous rappeler la dérivation droite et la dérivation gauche. Rappelez-vous, la dérivation gauche, c'est celle qui a été utilisée pour l'analyse syntaxique descendante. Elle consiste toujours à commencer à dériver le nom terminal le plus à gauche. Donc ici, on a E qui dérive en E plus T. Celui-ci est le plus à gauche, donc c'est celui qu'on va dériver en premier. Donc on va transformer le E en T. C'est lui le plus à gauche, on va le transformer en F et ainsi de suite. Après, on passera là et ainsi de suite.
Et là, vous avez une dérivation droite. Là encore, on a le E, c'est le premier, donc on va faire E qui se dérive en E plus T. Le plus à droite, c'est le T, donc c'est lui qu'on va dériver en T fois F. Le F, c'est celui qui est à droite, donc on va le dériver en F, puis on va dériver le T, et ainsi de suite. Donc là, vous l'avez déjà vu, c'est juste un rappel de la dérivation droite et la dérivation gauche. Et donc, je rappelle ce qui avait été dit auparavant, c'est que la dérivation gauche est ce qui est utilisé pour les grammaires LL, et la dérivation droite, c'est ce qui est préconisé dans le cas de l'analyse ascendante ou pour les grammaires LR. Pardon. Alors, à partir de là, là en fait c'est du dynamique, je ne vais pas tout reprendre. À partir de là, en fait, on reprend un exemple qu'on avait déjà vu tout à fait au début. Alors, je suppose que j'ai la grammaire E qui produit E plus E ou E fois E ou ID. J'ai ici mon arbre syntaxique et là, j'ai là encore numéroté les noms terminaux. Évidemment, la numérotation, je n'ai pas plusieurs E, j'ai en fait le même nom terminal E, c'est juste pour donner l'ordre dans lequel les dérivations droites vont avoir lieu. Et rappelez-vous qu'on avait dit que l'analyse syntaxique ascendante, elle suit la logique de la dérivation droite inverse, ce qui veut dire que le dernier devient le premier et le premier devient le dernier. Alors, si on regarde ceci, on va supposer qu'en entrée, on a ID plus ID fois ID. Tout à fait au départ, ben, en fait, on va avoir une pile, on a toujours cette pile. Maintenant, vous connaissez bien le dollar, on initialise la pile à ce dollar. Ensuite, on appelle l'analyseur lexical. L'analyseur lexical nous envoie un ID. Qu'est-ce qu'on fait de ce ID? Si on regarde l'arbre que nous avons ici, en fait, on n'a rien à faire, il faut qu'on le garde, donc on va le mettre dans la pile. On appelle ça l'opération de décalage, donc c'est ce qu'on a ici. On va mettre le ID dans la pile. Ensuite, on va encore appeler l'analyseur lexical qui va nous envoyer un plus. Et ce qu'on voit ici, si on regarde l'arbre que nous avons là, si on suit la dérivation droite inverse, en fait, ce qu'on devrait faire, c'est que ce ID doit être réduit en E. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait. Le ID qui est là, il est transformé en E. Et on appelle ça l'opération de réduction. Et ce qu'on fait, donc on réduit le E en ID. Qu'est-ce que ça veut dire réduire le E en ID? Ça veut dire tout simplement prendre une règle de la grammaire. Ici, en l'occurrence, c'est la règle E qui produit ID. Isoler la partie droite de la règle de production au sommet de la pile. Ici, en l'occurrence, c'est composé d'un seul élément, donc c'est le ID. C'est dépiler le ID et empiler à la place la partie gauche de cette même règle. Donc ici, on se retrouve avec ID qui a été sorti de la pile et le E qui est entré dans la pile. Alors ensuite, l'analyseur lexical, donc je rappelle qu'il nous proposait un plus. Quand on voit ici, en fait, il n'y a rien à faire pour le moment, à part de le garder jusqu'à ce qu'on ait ce E qui est là pour pouvoir faire cette. Et donc, on le mettra, là encore, on va le conserver dans la pile. Donc, la pile sert comme un buffer de mémorisation. On va mémoriser tous les éléments en attente de traitement. Ensuite, on appelle l'analyseur lexical qui nous envoie encore un ID. Qu'est-ce qu'on va faire de ce ID? En fait, on est à ce niveau-là de la table, de la phrase. Et donc, il va falloir qu'on l'empile aussi pour le traiter et on va le mettre dans la pile et après on va appeler l'analyseur lexical qui va envoyer une multiplication et on voit bien ici dans la règle, dans l'arbre, que ce ID doit être réduit en E. Et donc, on fait exactement la même chose. On supprime le ID de la pile et on le remplace avec E. Et ensuite, la multiplication qui nous avait été proposée, on va la mettre dans la pile. Ensuite, on appelle l'analyseur lexical qui nous envoie un ID. L'arbre nous dit, ou la dérivation droite nous dit qu'il faut décaler. Donc, ça va être décalé et le ID va être transformé en E.
Après, on voit qu'ici, on a ce E fois E. Et d'après ce qu'on a ici, ben, en fait, il faut faire cette réduction. Donc, il faut réduire le E plus E en E. Et donc, pardon, le E fois E en E. Et donc là, on va enlever ces trois éléments de la pile. Donc, on va dépiler ce E, cette multiplication et ce E. Et on va le remplacer par le E. Alors, le E que nous avons là, c'est exactement le même que le E que nous avons là. Et au final, on va avoir le E plus E qu'on va pouvoir réduire là encore. Et on arrive à l'axiome et donc on dit qu'on accepte. Donc en fait, l'analyse syntaxique ascendante, on l'appelle aussi une analyse par décalage-réduction, puisqu'on a une série, comme on l'a vu, de décalage et de réduction qui sont réalisés selon la dérivation droite inverse. Alors, j'ai présenté ceci d'une autre manière. Donc, en fait, tout à fait au départ, on a le dollar qui est au fond de la pile. L'analyzeur lexical nous envoie le ID, donc on le met dans la pile. Ensuite, c'est l'opération de décalage. Donc, l'opération de décalage, ça veut dire je consomme ce que m'envoie l'analyseur lexical et je l'empile ici, et donc il est en tête de pile. Ensuite, ici, on voit qu'on a réduit le ID en E, donc on a on a dépilé le ID, on l'a remplacé par le E, et donc là, c'est une réduction. Et qu'est-ce qu'on appelle une réduction? Ben, c'est tout simplement repérer une partie droite d'une règle en tête de pile et la remplacer par le nom terminal de la partie gauche de la même règle. Autrement dit, ici, on a la règle E qui produit ID. On repère la partie droite de cette règle. Ben, en fait, elle est composée d'un seul élément, c'est ID. Et on la dépile et on la remplace par la partie gauche qui est toujours composée d'un seul élément qui est toujours un nom terminal. Et donc, on peut continuer comme ça. Après, je décale le plus, je décale le ID, et puis le ID, je le remplace par le E, puis je décale la multiplication, je décale le ID, je le remplace par le E. Après ce E fois E, je le réduis en E. Après ce E plus E, je le réduis en E, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, la question ici qu'on peut se poser, c'est, on a vu qu'on a un peu suivi l'arc syntaxique, mais on va dire, un processus normal, on fait ça pour construire l'arc syntaxique. Donc, on ne peut pas se baser sur l'arc syntaxique pour faire ça, alors qu'on fait ça pour construire l'arc syntaxique. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment déterminer à quel moment je vais faire un décalage et à quel moment je vais pouvoir faire une réduction et sur quelle information, sur quelle base est-ce que je dois pouvoir prendre ces décisions. Et donc, ici, exactement comme on l'a vu pour tous les autres analyseurs qu'on a vus jusque-là, rappelez-vous, pour l'analyse lexicale, on a une matrice de transition qui est une table qui permet de guider l'analyseur lexical. Dans le cas de l'analyse syntaxique descendante, on a eu là encore une table d'analyse qui a guidé l'analyseur. Et donc ici, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de construire une table. Et c'est cette table-là qui va nous dire à chaque instant, est-ce que je dois décaler ou est-ce que je dois réduire. Alors, tout le travail qu'on va faire par la suite, c'est justement de répondre à la question comment faire pour construire cette table d'analyse. Alors, la table, voilà la tête que ça a. Vous voyez bien déjà que c'est une table un peu plus compliquée que celle qu'on a vue dans l'analyseur lexical. Vous voyez que dans les entrées ici, dans les colonnes, en fait, on a les éléments, on a les terminaux, on a les non-terminaux. Non, pardon, on a les terminaux, mais on a également les non-terminaux. Ici, on a des D et des R. Alors, le D, ça correspond à des réductions. Le R, ça correspond à des. Pardon, le D, ça correspond à des décalages. Le R, ça correspond à des réductions. Alors, une réduction, vous l'avez bien compris, ça consiste quand on dit R2, ça signifie qu'il faut prendre la deuxième règle de la grammaire et la réduire, c'est-à-dire prendre sa partie droite qui va être en tête de pile et la remplacer par la partie gauche. J'en dirai pas plus à ce niveau-là puisque tout le travail qu'il y a à faire, c'est justement d'arriver à construire une telle table. Est-ce que là, il y a des questions?
Alors, je vais pas passer en revue cet exemple-là qui est en fait exactement le même exemple que enfin le même. C'est un exemple plus long, mais il est décrit exactement par ce que j'ai dit là. Je le reprends pas parce il est très long. Mais par contre, vous pouvez tout à fait le voir au niveau de votre, enfin quand vous êtes chez vous pour pouvoir vérifier que vous avez bien compris. C'est quelque chose c'est quelque chose qui peut vous aider en fait encore à préciser les idées. Donc pour revenir ou pour synthétiser ce que j'ai dit Euh, juste là, il y a une question, si tu permets, il y a une question sur le chat. La ah oui, différence entre D4 et D5, le décalage. En fait, j'ai pas envie, j'ai pas envie de rentrer dans cette explication maintenant. Ça me prendrait beaucoup de temps et puis ça serait pas très clair. Donc, j'ai fait exprès d'expliquer le R, mais pas d'expliquer ce qu'il y a derrière le D. Mais ça va pas tarder. On le saura assez vite. Juste soyez patient. Mais moi, c'est bizarre. Moi, je vois pas ça sur le chat. J'ai pas reçu ça. C'est une question privée peut-être? Ah, elle a envoyé pour tout le monde, Nour qui a envoyé la question. Alors, en fait, juste rapidement pour ne pas, c'est vrai que c'est pas le moment d'y répondre, mais c'est juste un changement d'état. C'est-à-dire qu'on fait un décalage, mais on passe d'un état vers un autre. C'est-à-dire l'état suivant, ça va être le 4 et pour l'autre, l'état suivant, ça va être le 5 tout simplement. N'oubliez pas qu'on est sur un automate à pile. Ce que vous voyez, c'est un automate à pile. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est un changement d'état. Point. Donc, je rajoute rien comme a dit Mme Chiadmi. J'ai déjà courageuse. Moi, j'ai même pas osé dire ça. En tout cas, vous avez bien compris que en fait, on n'est pas suffisamment outillé maintenant pour répondre clairement à votre question. Donc, en fait, l'idée, c'est soyez patient, puis on va vous présenter quelques outils, puis ça sera plus clair. Et c'est pas très difficile, hein, c'est juste qu'on n'a pas les outils pour vous l'expliquer maintenant. Donc, je reviens à l'analyse syntaxique ascendante. Donc, les unités lexicales sont retournées exactement comme dans le cas de l'analyse syntaxique descendant. Donc, les unités lexicales sont par l'analyseur lexical une par une à la demande. Donc, on a toujours ces appels de l'analyseur syntaxique vers l'analyseur lexical pour réclamer une unité lexicale supplémentaire. On a la pile qui est toujours utilisée exactement comme le cas de l'analyse syntaxique descendant. Alors peut-être c'est pas exactement la même utilisation, mais en tout cas on a toujours une pile qui sert comme un tampon comme un buffer qui garde en fait tous les éléments de la grammaire qu'on ne peut pas traiter encore, qui attendent encore d'autres éléments de la grammaire pour être traités. Et donc le sommet de la pile, comme on l'a vu dans la table de tout à l'heure, le sommet de la pile, et donc je vais peut-être revenir très rapidement, voilà, le sommet de la pile, donc qui est représenté par ces états-là dont vient de parler Madame Dury, et l'unité lexicale qui sont NB plus dans ce cas-là, mais en fait détermine quelle action il faut faire, c'est-à-dire ce qu'il faut décaler ou est-ce qu'il faut réduire. Donc, en fait, le sommet de la pile et l'unité lexicale courante déterminent l'action à faire. Est-ce qu'il faut décaler? Maintenant, vous savez ce que ça veut dire décaler. Ou est-ce qu'il faut réduire? Vous savez ce que c'est. Est-ce qu'il faut déclarer succès? Et dans la table, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais on avait quelque part A de C, ça veut dire accepter, donc ça veut dire succès, tout à fait. Et donc tout à fait cède. Et vous avez en fait le cas d'erreur, bien sûr. Le cas d'erreur, c'est toutes les cases qui, bien entendu, ne sont pas remplies. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, en fait, une table d'analyse va guider cet analyseur et on appelle cet analyseur aussi analyse par décalage-réduction. Alors, en fait, pour essayer d'expliquer tout ceci, euh, si vous voulez, à titre pédagogique, on ne rentre pas, on ne va pas tout de suite dans les LR de manière générale, mais on prend un exemple d'une sous-catégorie de grammaire LL, pardon, de grammaire LR. Cette sous-catégorie qu'on appelle grammaire d'opérateur,
Et en fait, si on fait ça, on fait vraiment à titre pédagogique, juste pour que vous puissiez mieux comprendre et en fait vous amener petit à petit à arriver vers la table qu'on a vue tout à l'heure. Donc on commence par cette sous-catégorie qu'on appelle les grammaires d'opérateurs. Alors, qu'est-ce qu'elle a de bien particulier, cette grammaire d'opérateur qui en simplifie en fait l'analyse? Ben, tout simplement, c'est une grammaire déjà qui n'a pas d'epsilon transition, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nom terminal qui se dérive vers epsilon. C'est déjà, vous vous rappelez la dernière fois avec l'analyse syntaxique descendante, à chaque fois qu'on a un epsilon, ben, il fallait aller calculer les suivants. Et il faut en tout cas un effort supplémentaire pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on dérive en epsilon ou est-ce qu'on déclare que c'est une erreur? Donc là, pour éviter cette surcharge, ben en fait, ces grammaires d'opérateurs n'acceptent pas du tout ce type de règles. Et en plus, lorsque vous avez une règle, vous ne pouvez jamais avoir deux noms terminaux qui se suivent. C'est-à-dire que vous avez toujours un terminal qui intercale deux noms terminaux. C'est le cas des expressions telles qu'on les a vues. Une expression, c'est E plus E, E moins E, E fois E, et ainsi de suite. Et vous voyez bien que dans toutes les règles que vous avez là, à aucun moment, on va avoir deux noms terminaux qui sont consécutifs. À chaque fois qu'on a deux noms terminaux, ils sont forcément séparés par un terminal. Et dans ce cas de figure, c'est en plus des opérateurs. Et de toute façon, que ce soit des opérateurs ou pas, cette catégorie de grammaire s'appelle grammaire d'opérateurs. Et en fait, cette catégorie de grammaire permet la construction d'analyseurs par décalage-réduction qui sont beaucoup plus simples et qui sont fondés sur la relation de précédence d'opérateurs. Et comme on va le voir très vite, la relation de précédence d'opérateurs, elle est basée sur la priorité des opérateurs. Ici, on a tout simplement une grammaire des expressions et la précédence, alors évidemment, chaque grammaire d'opérateur, elle va avoir sa propre relation de précédence. Mais ici, dans le cas des expressions, c'est quelque chose que vous manipulez très bien, que vous connaissez très bien. Et donc, vous verrez, ça va être basé sur les priorités et ça va être assez simple. Alors, on part de cette grammaire simplifiée d'opérateurs où j'ai tout simplement E plus E, E fois E ou ID. Donc, j'ai trois règles de la grammaire. I qui peut se dériver en E plus E, qui peut se dériver en E fois E, qui peut se dériver en ID. Et ici, j'ai en fait une table qui décrit la relation de précédence, mais qui est tout simplement basée sur ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire basée sur les priorités. Donc là, en fait, on a les unités ou les éléments de la grammaire, les terminaux, et là, on a aussi les terminaux. En fait, quand vous avez un ID et un ID au niveau de la priorité, peut-être que je ne vais pas dire ça en premier, je vais le voir autrement. En fait, les ordres de priorité des expressions, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les opérandes sont plus prioritaires que les opérateurs. Donc, ça veut dire que le ID est plus prioritaire que l'opérateur plus prioritaire que l'opérateur multiplié, et il est évidemment plus prioritaire que le dollar, qui en fait est une unité lexicale fictive, qui n'a pas en fait, qui ne peut pas être prioritaire parce qu'elle ne l'a pour délimiter le texte que nous avons en entrée. Rappelez-vous que l'analyseur syntaxique l'appelle et qu'il n'a plus d'unité lexicale à lui fournir, et donc il lui fournit une unité lexicale fictive qui est le dollar. Alors le plus, l'opérateur plus, il est moins prioritaire que l'opérande, donc ici on a un inférieur. Il est moins prioritaire que la multiplication, et on a dit qu'il est plus prioritaire que le dollar. De toute façon, tout est plus prioritaire que le dollar. Ici, pourquoi est-ce qu'on a un plus qui prend la précédence au plus? En fait, tout simplement, ça découle de la règle. Lorsque vous avez deux opérateurs du même niveau de priorité,
on commence par effectuer celui qui se trouve le plus à gauche. Et donc, quand vous avez un plus et un plus, ben, en fait, c'est celui-ci qui doit être quand vous avez un plus et un plus, c'est celui de gauche. C'est le premier, en fait, qui est traité en premier. Alors, pour la multiplication, ça cède la précédence à l'idée. Évidemment, on a dit que idée, c'est le plus prioritaire. L'opérateur de multiplication est plus prioritaire que l'addition et la multiplication de gauche est plus prioritaire que la multiplication de droite. Et pour le dollar, en fait, vous avez tout simplement décédé la priorité. Est-ce que ce que j'ai expliqué là vous semble clair en se basant sur la notion de priorité que vous connaissez très bien? Parfait, Midi. Eh bien, 9, ok, Yasmine, parfait. Donc, j'ai que des 8, parfait, super, très bien. Merci de m'aider, de comprendre assez rapidement. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'appliquer je vais supposer que j'ai idée plus idée fois idée, et je vais appliquer la notion d'analyse syntaxique ascendante en utilisant cette notion de relation de précédence. Alors, je reprends ma pile. Donc, la pile, j'initialise la pile avec dollar, d'accord? Au départ, c'est tout ce que j'ai dans ma pile. J'appelle l'analyseur lexical. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie une idée. Comme il m'envoie une idée, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je dois, d'après ce qu'on a vu auparavant, normalement, on doit empiler idée à l'intérieur on doit tout simplement en fait décaler idée. Mais juste avant de décaler le ID, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher quelle est la relation de précédence qui existe entre l'élément que j'ai ici au fond de la pile et l'élément que je vais empiler. Et je me rends compte que le dollar, il cède la priorité au ID d'après cette table. Et donc, qu'est-ce que je fais? On prend d'abord, on empile d'abord la relation de précédence et ensuite, on va empiler le ID. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on appelle à nouveau l'analyseur lexical. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nous envoyer un plus. Alors, comme il doit nous envoyer un plus, on doit faire la même chose. J'ai un ID et j'ai un plus. Et je vois que le ID prend la précédence au plus. Et donc ici, théoriquement, vous voyez bien que je l'ai fait en grisé ici, je ne l'ai pas fait en noir parce qu'on ne le fera pas. C'est comme si avant d'empiler le plus, je vais empiler la précédence, c'est-à-dire le ID qui prend la précédence au plus. Et normalement, ce qu'on a écrit ici plus bas, c'est qu'on identifie un manche à chaque fois que j'arrive à encadrer quelque chose par inférieur et supérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai supposé que j'avais empilé le supérieur. C'est tout simplement pour vous montrer ici qu'on a quelque chose qui est encadré par le inférieur et supérieur. La réalité, c'est qu'on ne va même pas empiler ces deux. Ils sont grisés, ça veut dire qu'on ne les a pas empilés. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépiler le ID et mettre à la place le E comme on l'a vu auparavant. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va cette fois empiler le plus avec toujours le CD, puisque en fait, ce qu'on a ici, c'est toujours le dollar. Ensuite, après le plus, je vais encore appeler l'analyseur lexical qui va m'envoyer cette fois ce ID. Le plus, il cède la précédence au ID. Donc, en fait, je vais mettre la relation de précédence et je vais mettre le ID, je vais empiler le ID par la suite. Donc, c'est le deuxième ID cette fois. On est à ce niveau-là de la règle. Après, on appelle l'analyseur lexical qui, cette fois, nous envoie le supérieur. Alors, normalement, j'aurais dû faire comme j'ai fait ici, qui nous envoie la multiplication. J'ai le ID qui prend la précédence à la multiplication. Donc là, normalement, je devrais avoir un supérieur et une multiplication. Mais comme j'ai un supérieur, ça veut dire que je viens, là encore, de déterminer ou d'identifier un manche. Donc, je vais dépiler tout ce que j'ai là
pour les remplacer avec le E. Donc là, en fait, je dépile tout ceci pour remplacer avec le E. Et après, je vais avoir à mettre ma multiplication que je veux effectivement. Alors là, je l'ai répété deux fois. Donc là, je vais avoir la multiplication que je vais empiler. Ensuite, je vais avoir le dernier ID. Et là encore, je vais avoir un inférieur ID parce que la multiplication est moins prioritaire que le ID. Ensuite, on appelle l'analyseur lexical qui va cette fois nous envoyer théoriquement le dollar. Le ID prend la précédence au dollar. Là encore, on va identifier un manche. J'ai encore le supérieur et le dollar juste pour que vous le voyez, mais en fait, rappelez-vous, on n'aura pas à l'empiler. Par contre, on identifie ici un manche parce que c'est encadré par le supérieur et le inférieur. Et donc, on va commencer, pardon, on va commencer par, j'ai pas été jusqu'au bout, on va donc commencer par dépiler ceci, empiler à la place le E, et après on empilera le dollar et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, à partir de là, euh, donc j'ai essayé de vous montrer un peu par l'exemple, et puis après, là, on aura quelque chose d'un peu enfin, une formalisation de ce que je viens de dire. Donc, la relation de précédence, elle est définie par, comme on l'a vu tout à l'heure, par le inférieur point, supérieur point. On n'a pas vu le égal point parce qu'on l'avait pas. Donc, on a en fait, quand on écrit A inférieur point B, ça veut dire que A c'est de la précédence à B. Ici, on a A et B qui ont la même précédence, et là, on a A qui prend la précédence à B. Dans cette grammaire telle qu'on l'a vue tout à l'heure avec la table qu'on a vue tout à l'heure, si je prends ID plus ID et si je lui applique les règles de précédence, ben, en fait, on obtient quelque chose du style dollar qui cède la précédence au ID, qui prend la précédence au plus, qui cède la précédence au ID, qui prend la précédence à la multiplication, qui la cède à ID, qui la prend au dollar. Et à partir de là, on voit bien qu'ici, on a un manche à réduire. Ici, un peu plus tard dans l'analyse, on a un deuxième manche à réduire. Et là encore, un peu plus tard dans l'analyse, on a un troisième manche à réduire. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ceci? Ben, en fait, ça donne que, comme on l'a vu tout à l'heure dans mon exemple, j'ai ici un manche que je réduis en E, je continue, je détermine un autre manche que je réduis en E, je continue, je retrouve un autre manche que je réduis en E, et après, dans ma pile, j'ai toutes ces choses-là, et donc j'ai quelque chose qui est encadré par inférieur et supérieur, donc c'est à nouveau un autre manche que je réduis en E. Et après, j'ai à nouveau un inférieur et un supérieur, donc tout ça que je réduis en E. Est-ce que ça vous semble clair ce que je viens de raconter jusque-là? Ok, Mehdi, c'est bon. Yasmine, très bien. Excellent, très bien. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose? C'est le moment de poser les questions. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui disent les oui. J'ai l'impression de lire les mêmes noms. Euh, on réduit que les manches. Saad, qu'est-ce que tu veux dire par on réduit que les manches? Je n'ai pas très bien compris la question. Tu peux allumer ton micro et m'expliquer ta question, s'il te plaît? Madame, je voulais dire que j'ai remarqué que, par exemple, ici dans cet exemple qui est affiché, euh, Mhm. on réduit seulement tout ce qui est dedans la manche. Ça veut dire entre les deux signes opposés de la précédence. Ah oui, d'accord, tout à fait. C'est ça, tout à fait. En fait, ces signes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à encadrer quelque chose par un céder la précédence et un prendre la précédence, ça veut dire qu'on a identifié un manche. On est sûr que c'est un manche. Donc, si on cherche dans nos règles de la grammaire, on va trouver que ça correspond à la partie droite d'une des règles de la grammaire. Et donc, effectivement, on le réduit, c'est-à-dire on dépile cette partie-là et on empile à la place ce qu'il y a sur la même règle, mais cette fois dans sa partie gauche. J'ai répondu à ta question, Seth? Oui, madame, merci beaucoup. Parfait. D'autres questions? Tout le monde a compris ce que j'ai raconté là?
Ok, ben je vais supposer que vous avez vraiment compris. Et puis bon, n'hésitez pas, hein, si après vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui est un peu flou, n'hésitez pas à poser des questions. En fait, on arrive tout de suite au noyau de l'algorithme de l'analyse par précédence d'opérateurs qui est hyper simple. Je vais vraiment pas passer beaucoup de temps là-dessus, même si vous ne comprenez pas très bien, c'est pas très grave. Donc là, on répète indéfiniment que si j'ai dollar en tête de pile et que le B, alors je suppose que le B c'est le symbole de prévision, c'est-à-dire que c'est le symbole qui est envoyé par l'analyseur lexical. Donc, si en fait j'ai le dollar en tête de pile et que l'analyseur lexical m'envoie un dollar, en fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pile, je l'ai déjà complètement traitée, que l'analyseur lexical a fini de m'envoyer des choses. Donc en fait je suis dans le cas où dans ma table tout à l'heure il y avait écrit accepter ou A de C. Donc on est en fait dans le cas du succès. Sinon, ça veut dire qu'on est encore en train de traiter. Et là, en fait, on a vu que à chaque fois on n'a pas un prendre la précédence, on n'a pas encore identifié un manche. Qu'est-ce qui permet d'identifier un manche? Lorsqu'on rencontre un prendre la précédence. Donc à chaque fois qu'on a cédé la précédence ou à la même précédence, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on décale l'élément qui est envoyé par l'analyseur lexical et on appelle à nouveau l'analyse lexicale pour un nouveau symbole. Par contre, si on a A qui prend la précédence à B, qu'est-ce qu'on fait? Ben alors cette fois, on va dépiler, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, on dépile jusqu'à ce qu'on trouve un céder la précédence et entre ces deux éléments-là, on est sûr que c'est un manche. Donc on va les dépiler et on va les remplacer par le terminal, par le nom terminal qui correspond à la partie gauche de cette même règle. Sinon, ben, en fait, si on a ni ça ni ça, ben, ça veut dire qu'on est sur une case blanche et donc ça veut dire ou une case vide et donc ça veut dire que c'est une erreur. Ça va? Ok, donc là, ce qui m'intéresse, donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, en fait, la partie que je viens de faire ici pour la grammaire d'opérateur, c'est quelque chose que j'utilise. Bon, c'est bien de le savoir, mais on utilise surtout à titre pédagogique pour ne pas arriver directement vers ce qu'on va dire maintenant. En fait, c'est pour vous préparer à mieux comprendre ce qu'on va raconter maintenant. Donc en fait, ce qu'on remarque dans la partie qu'on a vue tout à l'heure, c'est que en plus des éléments de la grammaire qu'on a utilisés dans l'analyse syntaxique descendante, on a dû augmenter les symboles de la grammaire, ou en tout cas on a dû augmenter l'environnement en rajoutant d'autres éléments. Ici, en l'occurrence, c'était des relations de précédence, et ce sont ces éléments-là qu'on a rajoutés qui nous ont permis d'avancer et d'avancer en fait dans notre analyse. Et donc du coup, l'idée maintenant, c'est quoi? C'est qu'en fait cette relation de précédence, l'idée c'est de pouvoir la généraliser de telle manière que même si on a des règles de grammaire avec des epsilon, ou même si j'ai deux noms terminaux qui ne sont pas, qui se suivent ou entre lesquels il n'y a pas un terminal, ben en fait que je puisse quand même fonctionner. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir remplacer ces relations de précédence par autre chose. Et tout à l'heure, Madame Jolie a parlé des états. Et ben en fait, c'est exactement de ça qu'elle parlait. Et de les remplacer par tout simplement des états. Et ici, l'idée, c'est que c'est comme si, en fait, quand on a dollar qui prend la précédence à E, qui prend la précédence à, pardon, qui cède la précédence à E, qui cède la précédence à E, qui cède la précédence à ID, ainsi de suite. En fait, l'idée, c'est qu'à la place de cette relation que nous avons là, ben, en fait, les remplacer par des états, par des SI, les états, on les SI. Et donc, dans la pile, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi bien les éléments de la grammaire, des non terminaux et des terminaux, mais aussi ces symboles qui représentent les états. Et donc, la pile va contenir un ensemble d'éléments de la grammaire. Donc, les XI
ce sont les éléments de VT union VN, et les SI, ce sont les états. Et donc, tout à fait au départ, en fait, on a un état initial qui est le S0. Avec X1, en fait, on passe à S1. Avec X2, on passe à S2. Avec Xn, on passe à S1. Le fond de la pile est donc bien sûr l'état initial S0. Et donc, la table d'analyse, comme on l'a déjà vu, est composée de deux sous-tables, puisque là, il faut gérer deux choses. Alors là, je m'approche à répondre à la question de... Alors, je ne sais plus qui c'est qui a posé la question tout à l'heure, mais là, je vais commencer à pouvoir y répondre. La table d'analyse, on a vu tout à l'heure que ce qu'il faut ici, la table d'analyse, on voit maintenant qu'il y a deux choses à gérer. Un, il faut savoir quelle action est-ce qu'il faut réaliser, c'est-à-dire à chaque fois est-ce qu'il faut réduire ou est-ce qu'il faut décaler, mais en plus, il faut savoir quel état je vais mettre, est-ce que je vais mettre un S1, est-ce que je vais mettre un S2, est-ce que je vais mettre un S3. Et donc, la table d'analyse est là pour gérer ces deux composantes. Et c'est pour ça que tout à l'heure dans la table, vous avez vu qu'il y avait deux parties. Et donc là, je ne vais pas l'expliquer sur ce slide, mais je vais l'expliquer sur le slide suivant. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'ensemble des états, c'est-à-dire ce 0, 1, 2, 3, ce sont des états qui généralisent la notion de relation de précédence. Ici, on a tous nos symboles de prévision. Et ici, on a en fait les noms terminaux de la grammaire qu'on a utilisée ici. En l'occurrence, on a utilisé la grammaire avec ETF. Et maintenant, je crois que vous avez compris, que tout à l'heure la question avait été posée, quelle est la différence entre ce D5 et D4? Ben, c'est tout simplement que lorsque en tête de pile, j'ai l'état 0 et que l'analyseur lexical m'envoie un NB, ben, ça veut dire que me dit la table, elle me dit qu'il faut décaler. Mais non seulement elle me dit qu'il faut décaler, mais elle me dit que si on est à l'état 0 et qu'on décale, ben, en fait, l'état qui vient après, c'est l'état 5. Alors que lorsque je suis à l'état 0 et que je suis dans un inférieur, la table, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, il faut décaler. Elle me dit, mais en fait, quand on a un 0 et qu'on atteint un inférieur, ben en fait, après, c'est l'état 4, le symbole 4 qui est, ou le symbole de l'état 4 qui est représenté. Donc, en fait, la première partie de la table, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous retourne l'état SK en fonction de SK-1 et du dernier élément empilé. C'est celui-ci, c'est-à-dire que là, si je suis à l'état 0 et que j'ai empilé le E, ben en fait, l'état que je dois mettre après, c'est le 1. Si j'ai mis le T, c'est le 2 et ainsi de suite. Et la deuxième, elle retourne l'action, c'est-à-dire un D ou un R, c'est un décalage ou une réduction. Alors, quand c'est une réduction, ici, les chiffres représentent le numéro ou l'identité de la règle. Alors que ici, quand c'est des D, ça représente en fait les symboles d'état. On reviendra là-dessus pour mieux le comprendre. Donc là, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si je reprends donc là où j'étais tout à l'heure, donc la généralisation, ça consiste à ce que dans la pile, on gère aussi bien les symboles de la grammaire que les symboles d'état. Et du coup, dans la table d'analyse que je dois construire, c'est une table d'analyse qui doit aussi bien gérer les états que les actions qu'il va falloir réaliser. Et bien sûr, toute la question posée, c'est comment je fais pour construire une telle table. Alors, je m'arrête encore là un peu. Et voir si vous avez des questions. Ouais, tout à fait. Donc, Mme Duré, elle a dit, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Effectivement, on sait par expérience que c'est pas forcément des choses qui sont très simples. Alors, à distance, je crois que ça doit être encore moins facile à saisir. Mais si vous arrivez à comprendre, ben, soit vous êtes très bon, soit je suis un très bon prof. Ça va, donc pas de questions? Ou les deux, bah oui. C'est encore une meilleure synergie.
Très bien, donc je vais rester sur ça. Donc on est tous brillants, donc vous êtes brillants et nous sommes brillantes et donc je vais avancer. Mais surtout, n'hésitez pas. C'est tout à fait normal qu'il y ait du flou à ce niveau-là. C'est pas du tout des choses simples, on le sait. Donc surtout n'hésitez pas à poser des questions. Et même si en fait ce n'est pas vraiment une question, c'est juste quelque chose de flou, dites que cette partie n'est pas très claire et je peux tout à fait reprendre. Hein. Donc parce que parfois même, on n'arrive même pas à poser une question claire. Bon, dans tous les cas, je continue, mais n'hésitez pas soit à écrire sur le chat, soit à ouvrir votre micro et m'interrompre. Alors, donc, finalement, les fonctions pour notre table d'analyse, donc cette fois dans le cas du LRA, alors je ne crois pas que j'ai encore besoin d'expliquer le LRA. Donc, je suppose que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la pile, ben, en fait, j'ai un mélange des états qu'on appelle SI et des symboles de la grammaire qu'on appelle XI. Et AI, c'est le symbole de prévision, c'est-à-dire c'est celui qui a été envoyé par l'analyseur lexical. Et l'analyse, elle est fondée sur les deux fonctions. La fonction successeur, qui, sachant un état en tête de pile et un élément X, ben, en fait, me fournit un état successeur. Et les actions SM et AI, c'est-à-dire que si j'ai SM en tête de pile et que j'ai AI qui est retourné par l'analyseur lexical, soit l'action, on me dit qu'il faut consommer le AI, il faut empiler le AI et son successeur. Donc le successeur, il est fourni par la fonction successeur SM et AI. Si je dois réduire X qui se dérive en alpha, ben, ça veut dire qu'il faut que je dépile les k éléments où k est égal à 2 longueurs de alpha, parce que ici, en fait, n'oubliez pas que dans la pile, on a mis les éléments de alpha, mais on a en plus intercalé avec les éléments avec les états. Et du coup, si j'ai si j'ai x qui se dérive en a plus b, j'ai 3 éléments, donc il faut que je dépile 6 éléments. Je dois dépiler le A plus B, mais tous les éléments intercalaires qu'on a mis entre ces éléments-là. Et puis, je dois aussi empiler le X, sachant que le X, c'est celui qui va être en tête de pile, puisque je dépile tous les éléments de alpha et j'empile le X. Et quand je vais empiler le X, quand je vais dépiler les k éléments, je vais me retrouver avec un état en tête de pile, je suppose que c'est SM-K, je vais donc empiler le X et le successeur de SM-K est de X. Et puis si c'est indéfini, si la pile est réduite à l'axiome, alors succès, sinon en fait, sinon échec. Alors, ce que vous remarquez ici, c'est qu'on parle d'état et on parle de successeur. Alors, je ne sais pas si le fait de parler d'état et de successeur, ça vous rappelle quelque chose. Alors, j'écoute vos réponses. Est-ce que ça réveille quelque chose que vous connaissez déjà? Ces éléments du vocabulaire que j'utilise, enfin le vocabulaire, les mots que j'utilise. La table de transition, exactement, tout à fait. Et donc, la descendante, non, pas vraiment. Je pensais effectivement, c'est excellent, Fatem Zahra, ça fait penser à un automate d'état fini où j'ai des états et j'ai des transitions et donc j'ai l'état successeur par rapport à une transition. Et effectivement, on verra que les états que nous avons là, on va y revenir tout à l'heure, les états qu'on a là, c'est tout simplement des états d'un automate fini qui va nous permettre de gérer justement tous ces éléments-là en disant que lorsque je suis à l'état 0 et que je dois empiler un NB, en fait, je passe à l'état 5. Lorsque je suis à l'état 0 et que j'empile un E, je passe à l'état 1. Et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que pour l'analyse syntaxique ascendante, la complexité de ceci vient du fait que on a à gérer aussi bien un automate à pile
qu'un automate d'état fini comme celui qu'on a utilisé dans l'analyse lexicale. Est-ce que ça vous va tout ça? Alors, ça sera peut-être plus clair par la suite. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? On a l'implémentation de notre analyseur. Donc, on a toujours notre pile. Donc, rappelez-vous, la pile contient des états et des éléments de la grammaire. On a ici notre texte en entrée. Donc là, on les a mis comme ça, mais l'idée, c'est que l'analyseur lexical, ben, en fait, il en envoie un par un à la demande. On a notre algorithme qui est complètement géré ou guidé par cette table d'analyse qui est composée de deux parties. La partie action qui dit est-ce qu'on réduit, est-ce qu'on décale, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on indique une erreur, et par la partie successeur qui nous donne toujours, sachant l'état courant. Et alors l'état courant, je rappelle, c'est l'état en tête de pile. Et l'élément que je vais empiler, ben en fait, je vais avoir un état successeur. Alors jusque-là, j'ai présenté, si vous voulez, les choses de manière, on va dire, d'un haut niveau, mais j'ai toujours pas ce qui reste en fait pour boucler cette boucle, c'est bien sûr savoir, pour comprendre tout ce qui se passe là, qu'est-ce qui reste à savoir? Ben, en fait, comment se comporte cet analyseur et comment je fais pour construire cette table. Donc, ce sont les deux choses qui restent à définir. Et donc, si vous n'avez pas de questions, je continue. Et donc là, en fait, on a tout simplement la table que j'ai reprise depuis tout à l'heure, que j'ai essayé en tout cas de présenter pour que je vous simplifie les choses. Et donc là, vous voyez que tout simplement, j'ai E qui produit E plus T, ET et ainsi de suite. Et donc là, et d'ailleurs, peut-être ce que je vais faire, à chaque fois, chaque année, je dis que je vais le faire et j'oublie. Je crois que je vais faire à chaque fois que c'est un R, juste pour distinguer entre les deux notations, à chaque fois que c'est un R, entre parenthèses, alors je ne vais pas le faire pour tout, ça va prendre beaucoup de temps, mais en fait, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une différence entre le chiffre qui suit un D et le chiffre qui suit un R. Le chiffre qui suit un R correspond au numéro de la règle, c'est-à-dire que ici, quand je fais R2, ça veut dire que je réduis en utilisant le 2. Ça veut dire tout simplement que quand je suis dans cette situation-là, ça veut dire que j'ai un T en tête de pile que je dois dépiler pour empiler à la place le E. C'est la même chose, par exemple, ici pour le R4. Ça veut dire que quand j'ai 3 en tête de pile et que l'analyseur lexical m'envoie une parenthèse fermante, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que j'ai dû identifier un F en tête de pile que je dois dépiler et empiler à la place le T et ainsi de suite. La terminologie du 5 que vous avez là, c'est plutôt un automate, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le 5 que j'ai ici, c'est exactement le même que le 5 que j'ai là. Le 4 que j'ai là, c'est exactement le même que le 4 que j'ai là, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce sont les états qui nous montrent ce qu'il y a en dessous de la pile. Alors, en fait, l'idée de ces états-là, puisque la problématique, c'est d'identifier un manche, ben en fait, les états qui sont là nous permettent d'identifier les manches sans avoir à chaque fois à reparcourir complètement l'ensemble de la pile. Et donc, c'est comme si on a, en fait, les états qui sont là, c'est comme s'ils nous résument ou s'ils nous donnent une idée de ce qui se trouve au fond de la pile sans avoir à parcourir tout ce qu'il y a au fond de la pile. Autrement dit, lorsque j'ai ma pile et que en tête de pile j'ai un 4, ben en fait j'ai une idée exacte de ce que j'ai au-dessous de cet élément-là sans avoir à parcourir les autres éléments. Et du coup, si l'analyseur lexical m'envoie un élevé, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben je sais tout de suite qu'il faut que je décale. Si j'ai une parenthèse fermante, je sais tout de suite qu'il faut que je décale. Par exemple, si j'ai un 9 en tête de pile, que l'analyseur lexical m'envoie un plus, je n'ai pas besoin d'aller regarder ce que j'ai dans la pile. Je sais que en tête de pile, j'ai un E plus T.
je le sais parce qu'ici on me dit réduire avec 1 et le 1 me dit E plus T. Et donc ça, c'est très très fort comme information qui est donnée par ces choses-là et qui permet de faciliter énormément l'analyse. D'accord? Vous n'avez toujours pas de questions? Alors, donc là, on regarde le noyau de l'algorithme. Il ressemble beaucoup à l'algorithme que j'ai montré tout à l'heure. Alors, cette fois, il faut quand même le comprendre. Donc, en fait, je suppose que j'ai un PS qui pointe sur l'entrée. Je rappelle que l'entrée, c'est la suite d'unités lexicales envoyées par l'analyseur lexical et qui se termine par $1. Que j'ai le S, je suppose que S, c'est l'état que j'ai en tête de pile. Je rappelle que dans la pile, en sommet de la pile, il y a toujours un état. C'est jamais un élément de la grammaire XI, c'est toujours un S. Et que A, je suppose que le symbole de prévision, c'est ce qui est envoyé par l'analyseur lexical. Et donc, je prends le S que j'ai en tête de pile et je prends le A qui est envoyé par l'analyseur lexical et je vais regarder à partir de la table quelle action je dois faire. Et donc, je rentre dans la partie action de la table et je regarde si l'action SA me dit qu'il faut décaler, et ben en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais empiler le A et quand on me dit décaler, ben en fait, la table me dit aussi, me donne aussi le successeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de l'automate, si je suis à l'état S avec une transition A, ben je sais que je vais passer à l'état S', ça a été calculé auparavant et ça a été injecté dans la table. Donc, je vais empiler le A et puis je vais empiler le S' qui devient celui qui se trouve en tête de pile. Et j'appelle l'analyseur lexical pour avoir la nouvelle unité lexicale. Oui, non. Alors, en cas d'une production à epsilon, terminaux, non terminaux consécutifs. J'ai pas très bien compris les non terminaux consécutifs. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu es là en train de parler de la grammaire d'opérateur, c'est ça? Neuf, tu peux allumer ton micro et m'expliquer. Oui, oui, Neuf. Bonjour. Donc, vous avez dit que on a en quelque sorte généralisé en faisant cette table d'analyse. C'est-à-dire, même si on a un A qui génère un epsilon, on va l'englober dans notre méthode. Oui, exact, tout à fait. Oui. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait on le considère comme étant un non terminaux et En fait, je vais peut-être revenir en arrière. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que si vous avez, mettons, ici, vous avez E qui se dérive en epsilon. oui. Qu'est-ce qui vous gêne si j'ai un E qui se dérive en epsilon? C'est une règle comme toutes les règles. Donc, on va le traiter comme les autres. Exactement. Donc, par exemple, je vais avoir ici réduire 2. Ben, ça voudra dire empiler l'epsilon, pardon, dépiler l'epsilon et empiler le E. Mais comme empiler l'epsilon ne veut rien dire, donc en fait, ça sera juste empiler le E. D'accord, madame. Mais ça sera justement, alors dans l'exemple des grammaires d'opérateurs, ça c'était quelque chose qui était impossible. Mais ici, c'est quelque chose qui va être tout à fait possible. D'accord. Alors après, vous avez parlé des termes de non-terminaux consécutifs. En fait, je pense que là encore, vous faisiez allusion aux grammaires d'opérateurs, non? Oui, parce que vous avez dit que les règles, les limites qui se posaient dans le d'opérateur, Mhm. ils sont englobés ici. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'ici, on ne le voit pas parce que dans mes règles, je n'ai ni le A qui se dérive en epsilon, ni le deux non terminaux qui se suivent sans qu'ils soient intercalés.
Donc c'est vrai que vous le voyez pas très bien, mais en fait c'est juste qu'on a travaillé avec la même règle de la même grammaire qu'on a utilisée depuis le début. Mais c'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant. Bah, en fait, on le fera. Je sais pas si on aura le temps de le faire dans fin d'exercice, mais effectivement, on peut le faire en fin d'exercice. Mais sincèrement, ça ne pose aucun problème. C'est vraiment un cas particulier que ce qu'on a là, c'est au final ce qu'on a là, c'est une vraie grammaire d'opérateur. Je suis tout à fait d'accord. Mais le traitement qu'on lui fait ici, c'est un traitement qui n'a rien à voir avec les grammaires d'opérateur, puisque là, on est vraiment sur cette automate avec des états, avec des successeurs et ainsi de suite. D'accord? Oui, oui, madame, merci. Donc ici, j'avais terminé avec la première partie du décalé. Maintenant, si la partie action de la table me dit qu'il faut réduire A qui produit bêta, ben, ça veut dire que bêta, je suis sûre qu'elle est déjà en tête de pile. Ben, il faudrait que je dépile les bêta. Mais quand je dépile les symboles de bêta, je ne dois pas oublier de dépiler les symboles d'état qui vont avec. Et lorsque je vais dépiler tout ceci, je suppose que je me retrouve en tête de pile avec l'état S'. Et pour savoir qu'est-ce que je vais faire après, donc je vais avoir S', je vais empiler le A. Et après, je vais, dans la deuxième partie de la table successeur, regarder si j'ai S' et A, ben en fait, quel est l'état successeur. Et si dans l'action SA, j'ai A de C, ben ça veut dire que j'accepte, sinon je retourne. Et donc, vous voyez que l'algorithme en lui-même qui permet de faire l'analyse est très, très simple. Il n'y a vraiment pas grand-chose, contrairement à l'algorithme de l'analyse syntaxique, de l'analyse lexicale, où il y avait beaucoup plus d'efforts pour compléter le noyau de l'algorithme. Le noyau de l'algorithme de l'analyse syntaxique, que ce soit la descendante ou l'ascendante que je vous montre ici, il n'y a pas grand-chose à rajouter pour qu'en fait ça marche. C'est déjà un noyau assez avancé, assez fourni. Et donc, c'est très simple. Par contre, vous l'auriez compris, c'est que jusque-là, je tourne, en fait, je montre un tas de choses, mais ce qui guide tout ça, ben, en fait, je ne l'ai pas encore dit comment je le construis, c'est-à-dire cette fameuse table, je n'ai pas encore dit un mot de comment je fais pour construire cette table. Mais ce que je veux d'abord, effectivement, on ne sait pas comment construire cette table, mais on sait quelle tête va avoir cette table. Et maintenant, ma question, c'est, étant donné que vous avez la table, on ne sait pas comment on la construit, je suis d'accord, mais on le verra par la suite. Mais une fois que vous avez une table qui ressemble à ça, en fonction de tout ce que j'ai dit jusque-là, est-ce que cet algorithme, est-ce que tout ce que j'ai raconté vous semble clair ou pas? Alors là, j'aimerais bien avoir des réponses claires au niveau du chat. Pardon, je vais voir un peu. Moi, ce silence M'inquiète. je sais pas, m'inquiète, oui. Aussi, il m'inquiète beaucoup. Parce que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de questions. C'est vrai que c'est une partie qui n'est pas facile du tout. Donc, je vais t'en faire un exemple, SAD. Donc, déjà, c'est bien. Déjà, c'est-à-dire qu'on veut concrétiser, on veut voir des choses plus, on veut les voir concrétiser sur un exemple. Effectivement, on va voir, les exemples sont prévus. Il faut juste être patient, si on peut le dire ça comme ça. Ashraf, est-ce que c'est clair pour vous? Ashraf Sougni. Oui, madame. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Ah, ben, moi, je vous entends très bien et je veux savoir si vous comprenez très bien. Oui, je vous entends très bien, madame. Et vous avez bien compris? Non, madame. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit? Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La dernière partie concernant le noyau de l'algorithme, madame. C'est-à-dire ce qui est affiché ici, ce qui est affiché sur l'écran? Oui. D'accord. OK. Anas Ait, pardon, je vois pas le nom complet. Oui, madame. Alors, est-ce que c'est clair? Ait Belarabi. Est-ce que c'est clair?
Madame, c'est un peu clair, mais comme a dit Saad, un exemple pour concrétiser, ce sera meilleur si vous pouvez. Voilà, ça commence à bouger, ça commence à titiner sur. Ahmed, Ahmed Makloul, Oui, madame. alors, Oui, madame, un peu. Mais elle doit revoir ça pour bien comprendre. Sheima, Oui, madame. Moi aussi, j'ai pas bien compris cette dernière partie. juste ceux qui n'ont pas compris, Je c'est juste suppose que l'exemple va nous aider mais c'est juste le à mieux noyau de comprendre. l'algorithme. Est-ce que c'est vraiment juste le noyau de l'algorithme que vous n'avez pas compris? Oui, Ok, bah écoutez, ça va. Non, je vais l'expliquer, je vais le réexpliquer assez rapidement et assez facilement. Alors, voilà, on a l'exemple qui arrive juste après. On suppose que en fait, on a le mot 3 plus, pardon, on a plus 3 fois 4 dollars. Donc l'analyseur lexical, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, quand on va l'appeler, il va nous envoyer un NB. Ensuite, il va nous envoyer l'opérateur plus, en plus l'opérateur multiplié, puis un autre NB, et il finit par le dollar. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans la pile, à la base, la pile, rappelez-vous, on a dit qu'on commence par initialiser la pile à dollars avec l'état 0. On est bien d'accord, vous vous rappelez de tout ça. On avait dit que on initialise le fond de la pile avec l'état 0. On appelle l'analyseur lexical, qu'est-ce qu'il fait? L'analyseur lexical, la première fois, il va nous envoyer le 3. Le 3, c'est-à-dire c'est un NB. Si je reviens ici, je suis l'état, c'est l'état 0 et on a un NB. Qu'est-ce qu'on fait? On doit décaler, c'est-à-dire décaler, ça signifie quoi? Ça signifie empiler le NB et empiler sur le NB l'état 0, l'état 5, pardon. Donc je vais revenir ici. On nous dit qu'il faut décaler et 5. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va empiler le 3, c'est-à-dire qu'on va empiler le NB et on va empiler avec l'état 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On appelle à nouveau l'analyseur lexical. Qui fait l'analyseur lexical? Il envoie un plus. D'accord? Il envoie un plus. Qu'est-ce qu'on a? En tête de pile, on a l'état 5. Et l'analyseur lexical envoie un plus. Je reviens à ma table. En tête de pile, j'avais le 5 et l'analyseur lexical m'envoie un plus. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il faut réduire avec l'état, avec la règle. Ici, c'est la règle 6. Avec la règle 6, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je dépile le NB et je mets le F à la place. Mais vous savez que quand je vais dépiler le NB, je vais dépiler le NB, mais je vais dépiler l'état qui va avec. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépiler aussi bien le 3 que le 5. Je dépile le NB et je dépile l'état qui allait avec. Et qu'est-ce que je fais? J'empile le F. Et comme j'empile le F, je dois savoir quel est l'état qui va être après le F. Qu'est-ce qui va me donner ça? Donc, j'ai l'état d'avant, c'est le 0. J'ai ici mis le F. Pour savoir qu'est-ce que je vais empiler, je vais aller regarder la table. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit quand on est en 0 et que j'ai un F, l'état successeur, c'est 3. Et donc, ici, je vais me retrouver avec l'état 3. Est-ce que déjà à ce niveau-là, ça vous semble plus clair? Fatem Zahra Benichou, c'est plus clair? Oui, madame, c'est clair maintenant. C'est plus clair? Ahmed? Ahmed? Madame, c'est clair. Alors, Ahmed, puisque c'est clair, qu'est-ce que je fais? Comment je continue? Ahmed, tu m'entends? Tu peux activer ton micro, s'il te plaît, et me dire comment je continue?
Ahmed, est-ce que tu m'entends? شيماء بالحاج. شيماء. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne m'entendez plus? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien, sauf que je pense que il y a des choses qui sont pas comprises et puis bon, ils n'osent pas. Alors, je sais pas, moi je dirais peut-être si tu peux appeler peut-être Un volontaire. voilà. Alors, un volontaire. Qui c'est qui peut continuer l'exemple? L'exemple, il est juste devant vous, il faut juste le dérouler et l'expliquer. Madame, je peux essayer? Tout à fait, oui, avec plaisir. Oui, vas-y, Saad. On s'est arrêté. On s'est arrêté ici à F, c'est-à-dire qu'on avait on avait dépilé le 3 avec le 5, on a empilé à la place le F et après on a empilé le 3 parce qu'on a vu que le successeur de 0 et F c'est 3. C'est là où on s'est arrêté. Exact. Donc maintenant, on a la tête, on pointe sur le plus avec le 3. Donc, Quand je reviens à la table, attends, je reviens à la table pour t'aider, attends. Sur la table, on a pour l'état 3, si on a un plus, il faut faire un R4. Donc en fait, on a en tête de pile le 3. L'analyse lexical envoie un plus. Donc en fait, on nous dit un R4. Qu'est-ce que ça veut dire un R4? Ça veut dire que je réussis en utilisant la quatrième règle. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais revenir alors à l'exemple. Donc, ici, oui, continue ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on va dépiler le 3 et le F. Très bien. Donc, on dépile ces deux. Très bien. Ces deux. Et on empile le T. Et puis, il faut maintenant déterminer l'état suivant. Donc, pour le 0 et T, on a le 2. Exactement. Donc, je vais revenir pour mon assuré. On a le 2. C'était quoi déjà? J'ai oublié. On avait le 0 et le 0 et le T. C'est ça. Le 0 et le T. Donc, l'état successeur, c'est le 2. Et donc, on a effectivement, ici, on se retrouve avec le T et le 2. Tout à fait. Très bien, Saad. Alors, par la suite, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a maintenant l'état 2 avec toujours, on pointe toujours sur le plus. Exact. Ce qui va nous donner un R2. Ça veut dire on va faire une construction avec la règle 2. Tout à fait. Et donc, ça veut dire qu'on va dépiler le 2 et le T et on va empiler le E. Exact, très bien, excellent. Et toujours avec l'état 0 et le E, il faut aller à 1. Il faut aller donc en 1, d'accord? Je peux encore, juste pour s'assurer, donc le 0 et le E, ça me donne 1, juste pour que tout le monde comprenne d'où sort ce 1. OK, donc vous empilez. Et qu'est-ce que vous faites ici? On pointe toujours. Pardon, le 1, oui. Voilà, on pointe toujours, on a toujours le 1 avec un plus, ça veut dire qu'il faut faire un D6, un décalage vers l'état successeur 6. Exact. Et donc, on empile le plus et l'état 6. Exact. Et pour l'état 6, on pointe maintenant sur une multiplication qui est une case vide, donc c'est une erreur. Exactement. Donc, en fait, je vais revenir ici avec le 6 et la multiplication. Ben, en fait, la case est vide, donc c'est une erreur. Excellent, ça, tu as très bien compris. Alors, est-ce que c'est plus clair pour les autres? Ceux qui ont demandé des exemples. Alors, je vous invite en fait à refaire ces exemples vous-même. Ça va encore expliquer encore plus. Alors bon, on sait ici on a pris un exemple avec erreur. Si on n'avait pas pris imaginons que on n'avait pas pris ici la multiplication, mais qu'on avait un 4. Imaginons que ici la multiplication n'existait pas, qu'il y avait un 4. Qu'est-ce qui se passerait? On aurait un 6 et un 4. Donc je reviens ici. Le 6
et le NB, donc j'aurais décalé, c'est-à-dire on aurait décalé la multiplication. Ensuite, on aurait très excellent, on aurait fait le D5 très bien Mariam, très bien Samia, oui donc tout parfait, Monsef est excellent, donc vous avez compris. Et je reviens là, donc là on aurait eu le plus 6 et on aurait rajouté le NB avec le 5. Maintenant, le 5 et le dollar, j'aurais eu le 5 et le dollar parce que ce serait le dernier. Qu'est-ce qu'il m'aurait donné? Le 5 et le dollar, il m'aurait dit de réduire avec le 6, c'est-à-dire que le NB, je le réduis en F. Et donc, je reviendrai ici pour réduire justement le 4 en F et reprendre tout ceci, puis ce sera une série de réductions jusqu'à ce que, au lieu d'arriver à erreur, en fait, on arrive à succès. D'accord? Tout à fait. Ok, donc je vais supposer, alors soit en fait, soit je vous donne 2 minutes pour poser des questions, revenir sur des choses qui ne seraient pas claires, soit j'avance. Bon, alors, je vais avancer et donc là, s'il vous plaît, j'aimerais avoir une concentration au maximum avec moi. C'est pas forcément simple, c'est encore moins simple. On va y aller. Donc ici, on va commencer à regarder comment est-ce qu'on fait pour construire cette table. Et donc, pour pouvoir voir comment je vais faire pour construire la table, je vais besoin d'introduire un nouveau concept. C'est le concept d'item. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un item? Et en fait, je vais construire la table pour un exemple encore plus simple. Donc, je ne vais pas le faire pour un LR1, mais je vais le faire pour un LR0. Qui s'appelle aussi les SLR. Donc SLR, c'est équivalent au grammaire LR0, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de symbole de prévision. Alors, la seule chose qu'on gagne, c'est juste que les formules qu'on va voir par la suite seront des formules plus courtes. Quand on va passer du LR au LR1, c'est juste les formules qui seront un peu plus longues, mais c'est vraiment pas plus compliqué. C'est juste pour que ce soit plus facile, que vous me suiviez plus facilement, plutôt qu'on aille dans des formules qui sont très, très longues à appliquer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un item? Alors, peut-être avant de lire la définition, les états que l'on met à l'intérieur de notre pile. C'est-à-dire dans la pile, à un moment donné, les éléments de la pile, c'est de la grammaire, et on a des états qui nous indiquent. Alors, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. Je disais qu'en fait, lorsque j'ai un état, je n'ai pas besoin d'aller parcourir ce qui se trouve à l'intérieur ou au fond de la pile, juste avec l'élément état que j'ai en tête de pile, ben, ça me permet de savoir qu'est-ce que j'ai plus bas. Rappelez-vous dans l'exemple de tout à l'heure, par exemple ici, quand on dit qu'il faut réduire à ce niveau-là, quand je dis qu'il faut réduire, c'est juste parce que comme j'ai l'état 2 en tête de pile, je sais que sous le 2, ben en fait, je vais me retrouver avec un T. C'est très clair, c'est noté. Et donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher est-ce qu'il y a un T ou pas. Je sais qu'il y a un T. Et donc, l'état de la pile, ou plutôt les états que je mets dans la pile, permettent d'expliquer ou permettent de donner une vision ou une vue sur le contenu de la pile sans que j'ai besoin de parcourir la pile. Maintenant, pour pouvoir aller plus loin, je crois que vous tous, vous avez l'habitude de lire des livres. Je suis en train de... Dans mon bureau, il y a un tas de livres autour de moi. Je vais chercher ce livre qui vous intéresse peut-être le plus. Donc, en fait, vous avez ce livre que vous connaissez très bien et que je vous ai... Enfin, en tout cas, qu'on vous a... comment dire déjà, qu'on vous a recommandé. Alors, quand vous êtes en train de lire un livre,
à un moment donné, ben, en fait, vous avez lu 10 pages et qu'est-ce que vous faites? Ben, en fait, vous prenez un marque-page et vous le mettez là. Et quand vous revenez après, ben, vous êtes sûr, parce que le marque-page est là, vous êtes sûr que tout ce qui est là a déjà été lu et tout ce qui est là, ben, en fait, c'est ce qui reste à lire. Lorsque vous allez lire un peu plus, ben, en fait, votre marque-page, il va avancer de quelques pages et il va être là et ainsi de suite jusqu'à la fin. Marque-page tout à fait, avant de commencer à lire, ben, en fait, il est complètement en dehors, ou là, il est sur la première page, si on peut dire. Et quand vous avez terminé, ce marque-page, il se trouve tout à fait, ben, en fait, à la fin, et voilà, c'est terminé. Est-ce que vous suivez ce que je raconte? Donc, en fait, ce marque-page par rapport à un livre, il vous dit exactement dans quelle situation vous êtes par rapport à la lecture de ce livre, qu'est-ce qui a déjà été lu et qu'est-ce qui reste à lire. Maintenant, je reviens à ma notion d'item. Eh bien, en fait, la notion d'item est exactement la même chose. Et vous allez voir que, par exemple, quand j'ai la règle A qui produit XY, XY, ça serait mon livre. Et le point que j'ai là, ben, ça serait mon marque-page. Tout à fait au début, le point, il est tout à fait à gauche de XY. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la pile, je n'ai encore rien. Je n'ai pas encore commencé à lire mon livre. C'est-à-dire, je veux le lire, mais pour le moment, il n'y a rien dans la pile, il y a rien, je n'ai pas encore commencé à lire. Donc, mon marque-page, comme je l'ai montré tout à l'heure, mon marque-page, ben, en fait, il est complètement à l'extérieur. Après, lorsque j'ai l'item A, x.y, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est la situation où ça, c'est mon x, je l'ai déjà lu, mon marque-page, il est là, et maintenant, il faut que je lise. Je m'attends à lire le y pour finir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que le x est déjà dans la pile, et y, c'est ce que je m'attends à mettre dans la pile pour que je puisse faire une réduction. Et le A avec X, Y point, c'est la situation où j'ai déjà lu tout mon livre et donc mon marque-page, il est tout à fait à la fin. Donc, c'est la situation où tout est déjà dans la pile et quand j'ai cette situation-là, c'est où j'ai une réduction à faire. Lorsque dans mon état, j'ai x, y point, qu'est-ce que ça m'indique? Ben, ça m'indique que dans ma pile, il y a déjà tout le x, y, donc je suis prêt à le dépiler et à réduire le x, y en A. Donc, en fait, les items, c'est tout simplement prendre chacune des règles que nous avons de la grammaire et mettre ces marqueurs qui nous indiquent où c'est qu'on en est dans la pile, qu'est-ce qui a déjà été mis dans la pile et qu'est-ce qui est à mettre dans la pile. Alors, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, par exemple ici, si je prends T qui produit T fois F, quels sont les items possibles avec cette grammaire T, avec cette règle 3, la règle T qui produit T fois F? Est-ce que vous pouvez l'écrire sur le chat? Lesquels? Lesquels, Mehdi, s'il te plaît? Tu peux les noter, Mehdi, s'il te plaît? Oui, c'est un item, effectivement. Déjà un premier item. Très bien, Oumaima. Excellent. Très bien, Oumaima. Voilà. Très bien, Jed, Reza. Ok, ben là, vous avez compris. Ilyes, non. Là, c'est pas un item. Un item, forcément, contient des points. Si vous ne mettez pas le point, je rappelle que le point, c'est le marqueur. Tout à fait. Très bien. Donc, vous l'avez bien compris. Si je prends maintenant F qui est produit parenthèse E parenthèse, quels sont les items que je vais avoir pour la règle de production 5? Vous pouvez me l'écrire, s'il vous plaît, les différents items? Très bien. Excellent, Omar. Et je sais qui c'est avant. Donc, Anna. Ok, très bien. Je crois que vous avez compris. Parfait. Ok. Donc,
Et quand vous avez epsilon, alors tout à l'heure, je ne me rappelle plus qui c'est qui a posé la question sur epsilon, ben, vous voyez bien que epsilon, ben, en fait, à la base, c'est un item où on n'attend rien. Donc, à la base, c'est qu'un point, parce que ça veut dire qu'en fait, on a besoin de rien d'autre. Alors, un item est codé par un couple, le numéro de la règle de production et la position du point. Par exemple, ici, on a la position 0, ici, on a la position 1, ici, on a la position 2, et ainsi de suite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces items? Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, avant d'avancer dans mes slides, tout à l'heure, on disait que les S0, c'était des états. En fait, ces items qui sont là, alors, c'est pas complètement un état, mais ça fait partie des états. Et donc, quand on a cet item-là, ou là, quand on a cet item-là, et qu'on vient d'empiler un Y, quel va être l'état successeur? Si je suis dans, alors je vais peut-être le noter dans le chat. Je suis dans l'item A qui produit point XY. Ça, c'est ce que j'ai dans mon état en tête de pile, j'ai ça. Et ensuite, donc après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens d'empiler le Y. Quel va être en fait la suite, l'état successeur? Ça serait quel item? Est-ce que vous avez compris? Oui, ça, tu veux dire quelque chose? Est-ce que vous avez compris ma question? Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas envoyé le message. Excusez-moi. Pardon. Merci, NS. Donc, si j'ai l'item A.xy, ensuite j'ai empilé le Y, quel est l'item que je vais avoir après? Non. Non. J'avais déjà cet item-là. Très bien, Fedwa. Yasmine, oui, Ikram, parfait. Voilà. Il y en a qui ont répondu juste. Reda, très bien. En fait, si en fait je suis dans, alors je sais plus ce que je vous ai écrit, il est où mon message? Non, pardon, c'est faux. Attendez, n'écrivez plus à fait comme ça, je peux reprendre mon message en moi. Je sais même plus ce que j'ai écrit. Voilà. Tu n'as pas envoyé de message, hein, on l'a pas reçu. Ah si, je l'ai envoyé, si. Ah bon? Oui, si. Ils ont été nombreux. Après, il est reparti. Voilà, c'est ça, Anna, c'est ça que j'ai envoyé. N'écrivez plus Afakoum comme ça, il ne saute pas. Ou alors, en fait, il suffit que j'annote. J'ai oublié, je peux annoter, en fait. Je pense que sur l'écran, ça serait mieux. Là, c'est mieux, juste j'ai oublié que je pouvais annoter. Donc, si je suis dans l'item A.xy, d'accord? Voilà. Ensuite, j'ai empilé le X. En fait, ce que j'avais écrit, je ne sais pas si c'était. En fait, ce que je voulais écrire, c'est. Empiler Y. Non, c'est empiler X. En fait. Écrit empiler Y, voilà. Non, tout est parti. Moi, j'ai empilé Y. Oui, non, c'est ce que j'ai écrit, mais c'était faux. Donc là, je suppose que j'ai A. Qu'est-ce qu'il me fait lui? J'ai A. Alors, X. Je suppose que c'est ça ce que j'ai comme item. Et j'empile Y. Qu'est-ce que j'obtiens comme item après? Voilà, très bien, Samia et tous les autres. Donc, en fait, j'obtiens l'item A, X, Y, point. Ça veut dire qu'en fait, j'avais déjà, si je me réfère à la lecture de livre, j'avais déjà lu la partie X. Il me restait à lire la partie Y. J'ai lu la partie Y, donc j'ai tout lu. Et donc, là, ça sera à la fin. Ou alors, j'ai X qui est dans ma pile, qui est déjà dans ma pile. J'empile le Y, donc cette fois, j'ai tout dans ma pile. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, maintenant, et donc, ici, vous avez, c'est comme si ici, vous avez un état. Là, vous avez
une transition, vous arrivez au nouvel état. Et donc, vous voyez bien que ceci exprime très bien les états dont on parlait tout à l'heure. Alors, je dois enlever la notation pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, un item indique les éléments de la partie droite d'une règle de production déjà reconnue, c'est-à-dire déjà mise dans la pile, et ceux qui sont attendus par l'analyseur pour pouvoir avancer dans l'analyse. Et donc, quand j'ai A, X, Y, point, ça signifie qu'une chaîne terminale dérivée de XY a été reconnue, se trouve en tête de pile et qu'une réduction de XY est possible. Quand j'ai A, X.Y, ça signifie qu'une chaîne dérivée de X est reconnue et se trouve déjà dans la pile et qu'une chaîne dérivée de Y est attendue par l'analyseur. Et quand vous avez A qui produit point XY, ça signifie qu'une chaîne dérivable de XY est attendue par l'analyseur. Et donc, si vous vous rappelez de, parfois quand vous êtes en train de compiler, vous avez quelque chose expected, mais en fait, c'est tout simplement parce que ce expected se trouve à droite d'un point et qu'il s'attend à voir cette chose-là et en fait, il obtient autre chose. Et donc, si on reprend ceci avec la notion d'automate, si j'ai E qui produit point E plus T, et si je viens d'empiler le E, ben en fait, je passe à E point plus T. Et si j'empile le plus, je passe à E qui produit E plus point T et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on a là, comme on l'a annoncé tout à l'heure, c'est rien d'autre qu'un automate fini déterministe qui nous permet de définir quels sont les préfixes qui sont viables et comment est-ce qu'on peut avancer. Et si vous voulez, ces états-là, ben, en fait, expriment, à chaque fois qu'on est dans un état, ben, en fait, on sait qu'on a déjà reconnu tout ce qu'il y avait avant, ce qui veut dire que dans la pile, on a déjà reconnu tout ce qu'il y avait avant. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien, donc j'ai pas mal de oui, ça me va, ça me rassure. Qui a des questions jusque-là? Bon, je suppose qu'il n'y a pas de questions et je vais donc encore avancer. Et là, exactement comme dans le cas de l'analyse syntaxique descendante, où on avait besoin d'un ensemble de fonctions pour la construction de la table, en l'occurrence, on a introduit la notion de premier et la notion de suivant. Mais en fait, ici, on va introduire deux autres fonctions, la fonction fermeture et la fonction transition ou bien successeur. Donc, quelle est la notion de fermeture? Donc, la fonction fermeture qu'on note F permet en fait de définir quels sont tous les items équivalents qui devraient former un même état. En fait, rappelez-vous de tout ce qu'on a utilisé dans le contexte des automates d'état fini. Ici, l'idée, c'est d'avoir dans un état, donc un état va être constitué par un ensemble d'items équivalents qui représentent la même situation au fond de la pile et qui nous permet d'avoir une projection de ce qui va venir par la suite. Alors, comment est-ce qu'on calcule ces items-là ou ces états-là, donc cette fermeture? En fait, on va partir d'un ensemble initial d'items pour donc une grammaire et l'ensemble des fermetures de ces items est construit à partir de I, donc de l'ensemble initial, selon l'algorithme suivant. Donc, j'ai FI est égal à I. À l'intérieur de la fermeture de I, ben, il y a déjà tout l'ensemble I. Et après, on va voir est-ce qu'il y a des choses qu'on pourra rajouter. Donc, si dans mon ensemble F de I, j'ai un item du style A qui produit alpha.b bêta, si j'ai ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, cet état-là exprime la situation où j'ai déjà alpha dans ma pile et que je m'attends à avoir B bêta pour pouvoir avancer. Mais pour pouvoir avancer, si vous voulez, d'un seul pas, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut que je retrouve le B dans la pile. Et là,
qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que j'aille faire de la prospection pour voir quels sont les états, quelles sont les règles de production qui vont me permettre d'aller vers cette situation-là. Et donc, c'est toutes les règles pour lesquelles j'ai B qui se dérive vers quelque chose. Donc, je vais aller chercher toutes les règles B qui se dérivent vers quelque chose et je vais rajouter à l'intérieur de mon FI B qui se dérive en point gamma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si je veux me retrouver avec B à l'intérieur de ma pile, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse avoir alpha B point bêta? Il faut que je puisse avoir le B dans ma pile, mais pour que je puisse avoir le B dans ma pile, il va falloir que je puisse mettre un ensemble de choses qui vont à un moment donné être réduites en B. Toutes les règles pour lesquelles B se trouve en partie gauche de la règle de production et je vais les rajouter avec un point tout à fait à gauche parce qu'en fait c'est ce qu'on a envie d'avoir, c'est comme ça qu'on a envie d'évoluer. Et donc si je prends en fait les items, par exemple si je prends ces items là, j'ai T qui produit T fois point F et E qui produit E point plus T. La fermeture de ceci c'est quoi? Ici, j'ai un F. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Il faut que j'aille chercher toutes les règles dont F se trouve en partie gauche de la règle. En l'occurrence, j'ai les règles 5 et 6. Et je vais ajouter à ces ensembles d'items F qui produit point parenthèse E parenthèse et l'item F qui produit point NB et c'est ce que vous trouvez ici. Par contre, quand je vais prendre le deuxième item, j'ai ici un terminal. Ben, en fait, pour le terminal, on ne fait rien. Ici, il y a rien à faire quand c'est un terminal. On ne prend que le cas d'un non-terminal parce qu'un non-terminal, pour qu'il se retrouve pour qu'il se retrouve dans la pile, il faut qu'il y ait une réduction. Alors que le terminal, en fait, c'est juste les décalages qui vont les mettre. Et donc, voilà le calcul des items à partir de là. Et du coup, tout ça devient un état équivalent à celui-ci. Et donc, il est beaucoup plus large. Est-ce que c'est clair? Je vais continuer, même si je sais pas si... je crois en fait que je crois que vous me suivez. De toute façon, quand on est sur des relations mathématiques, je crois que c'est pas très compliqué pour vous. C'est plus le pourquoi qui peut être gênant. Alors, la deuxième opération dont on a besoin, c'est l'opération transition, qu'on appelle aussi parfois successeur. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? Donc, l'opération de transition qu'on note T permet de définir la relation de transition d'un état vers un autre. Donc là, on est dans la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on est dans la partie des états successeurs. Donc, si X est un symbole de la grammaire, je dois calculer I1 égale à T IX. Alors, je suppose que ici, le I, c'est mon item, ou là, c'est mon état que j'avais avant le X. Alors, TX, ou TI, ou la transition de l'état I avec le symbole de la grammaire G, comment je l'obtiens? Je l'obtiens en appliquant justement la fermeture de A qui produit alpha X point bêta. Le X, c'est celui que je viens de mettre dans la pile, donc il est normal que je fasse avancer le point à droite de ma pile, tel que dans le I initial, j'avais la même chose, mais avec le point qui se trouvait à gauche du X. Donc là, c'était mon état initial que j'avais dans le I, et l'état successeur, c'est que le point se trouve après le X, mais je ne me limite pas à ça. Il faut que j'aille chercher tous les états équivalents, c'est-à-dire la fermeture. Donc, c'est quoi l'interprétation? C'est que si I est un ensemble d'items valides pour un préfixe viable alpha, alors I1 est un ensemble d'items valides pour le préfixe viable alpha X. Ainsi, dans la pile, on a alpha, on avait déjà alpha et on avait le I, et maintenant, on va empiler sur le I le X, on va empiler encore le I1. Et donc, si je regarde ici l'exemple de la transition, si je suppose que j'ai ça, j'ai ce I qui est là,
si je veux calculer I et F, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, en fait, je vais chercher toutes les occurrences ici de F à droite du point. Alors, c'est le seul cas que j'ai là. Et ben, en fait, je vais juste le mettre ici et je vais calculer les fermetures, la fermeture de ceci. Ben, en fait, comme le point est tout à fait à droite, ben, en fait, il y a rien à faire. Pour le plus, si j'ai la transition avec le plus, ben en fait, j'ai cette grammaire-là, pardon, j'ai cette règle-là, donc ça me donne le point qui devrait se trouver à droite, mais dès le moment où le point se trouve à droite, j'ai ici un T, donc la fermeture, ben en fait, en appliquant la règle de la fermeture, c'est-à-dire celle-ci, ben en fait, je vais me retrouver avec un tas d'autres choses si vous le calculez, en fait, vous trouverez tout ça. Donc voilà, je pense que vous n'en pouvez plus, sincèrement, moi non plus, j'ai vraiment mal à la gorge. Donc en fait, on va utiliser tout ça après pour la construction des États. On sait que ce n'est pas forcément une partie de la compilation qui est simple. Alors, elle n'est pas simple à expliquer, mais sincèrement, dès que vous pratiquez un petit peu, c'est pas très compliqué. En plus, étant donné que vous êtes des matheux, appliquer ce type de calcul sont très simples pour vous. Alors, juste une dernière chose avant qu'on s'arrête pour une petite pause avant de reprendre pour la séance d'après. Je voudrais juste expliquer que si on est parti sur LR0 et non pas LR1, c'est juste parce que cette formule-là est plus simple à calculer que dans le cas de LR1. Dans le cas de LR1, au lieu de LR0, ben en fait, cette formule-là, elle prend deux lignes. Et donc, c'est un peu plus compliqué à calculer. Mais ce n'est pas très difficile. Il va falloir introduire les suivants et les premiers, mais ce n'est pas plus compliqué. C'est juste que ça complique nos exemples sur le tableau. Ça complique encore plus quand on est en ligne. Et donc, le fait de le faire LR0, c'est juste pour que les calculs sur nos exemples soient plus simples. Mais si vous le faites vous, chez vous calmement, franchement, vous pouvez le faire pour LR1 sans aucun problème. Là, je sais qu'il n'y a aucun souci. Vous prenez la règle, vous l'appliquez et puis c'est tout. Elle est peut-être un peu plus longue, mais vous l'appliquez. Donc voilà, sur ce, moi, je m'arrête. Donc, on va se prendre une petite pause. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 55. Il est 55, donc moi je prendrais bien jusqu'à 10, donc on reprendrait à 10, ça vous va? Moi, je dirais plus écart, parce qu'on a besoin d'une bonne pause pour souffler. Hein. Souffler, oui. Franchement, oui, j'osais pas dire écart. Ouais, surtout toi, parce que bon, moi, j'ai vraiment plus de voix là. Ça va? Alors, j'espère. Alors, qui c'est qui a compris? On va faire un dernier sondage avant qui c'est qui a compris ce que j'ai dit à au moins 60%, 60% et plus? Dites oui, ceux qui ont compris à plus de 60, à 60%.